Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous dans le cadre de cette autre édition d'information sur Equinox Télévision. À la une, un crime passionnel à Douala. Un homme poignarde à mort son ex-compagne qu'il soupçonnait de vouloir le quitter définitivement. Le bourreau a par la suite essayé de se donner la mort en vain. Les éléments de la police judiciaire descendus sur les lieux du drame au quartier Nilon se sont saisis de l'affaire. Enseignement secondaire, palmarès des meilleurs établissements en 2014. Les établissements confessionnels dictent la loi à ceux du public. Ces établissements occupent d'ailleurs les 10 premières places du classement de l'office du baccalauréat rendu public il y a quelques jours. Dans la deuxième partie de ce journal, nous allons essayer de comprendre les clés du succès dont disposent ces établissements confessionnels. Voilà pour les titres. Nous parlons de ce crime passionnel survenu ce jour dans la ville de Douala. C'est un homme âgé d'une trentaine d'années qui a donc poignardé à mort son ex-compagne. Ce dernier a par la suite essayé de se donner la mort. Il soupçonnait à son ex-compagne de vouloir définitivement le quitter. Les éléments de la police judiciaire sont descendus sur le lieu du drame au lieu dit Tergal 2, c'est au quartier Nilon. Le récit des faits avec Okwa Claude et Oriol Choumi. Elle s'appelait Tchoumgwa Linda, jeune commerçante âgée de 26 ans. C'est depuis un an qu'elle s'occupe avec l'aide de sa sœur aînée de ses 2 enfants. Des jumeaux de 2 ans que Linda a eu avec un jeune Camerounais originaire du Septentrion et marié à une femme de sa tribu depuis plus d'1 an. Un mariage qui intervient après la naissance des enfants de Linda. Au petit matin de jeudi, il arrive au domicile où vit son ex-compagne, joue pendant une poignée de minutes avec ses jumeaux et demande à Linda, qui à ce moment se défait les cheveux, de la retrouver dans la maison. Une fois à l'intérieur, il la traîne de force dans la chambre et lui intime l'ordre de se déshabiller. Face au refus de cette dernière, il retire son poignard et lui assène un coup violent derrière sa nuque. À ce moment, les voisins entendent les cris et les supplications de la femme qui lui dit « Ne me fais pas de mal, j'accepte que je vais t'épouser, s'il te plaît, laisse-moi me déshabiller, ne me fais pas de mal. » Trop tard, son bourreau lui implante à nouveau le poignard au niveau du cou. Le frère cadet de la victime rentre de force dans la maison. Il est chassé par le présumé meurtrier qui barricade toutes les portes, ouvre la bouteille à gaz avant de se poignarder lui-même au ventre et au cou. À l'arrivée du commissaire Assoa du 8e arrondissement et de ses éléments, la population croit qu'il y a 2 morts dans la maison. Mais l'homme respire encore. Il est emmené d'urgence à l'hôpital à Kentini, pendant que les éléments du corps national des sapeurs-pompiers emportent la victime dans une morgue de la ville. Nous nous rendons à l'hôpital à Kentini. Malgré toutes nos démarches, nous ne sommes pas autorisés à filmer, ni même à rencontrer le présumé assassin. Les médecins qui le suivent disent qu'il a eu une lésion cervicale profonde, mais qu'après l'opération, ses jours sont désormais hors de danger. À l'hôpital La Kentini de Douala, il est surveillé de près par le commissaire Assoa, commandant le 8e arrondissement, qui a rassuré les membres de la famille que l'infortuné répondra de ses actes devant la justice. En attendant, c'est une famille entière et le quartier Tergal 2 qui porte déjà le deuil de Linda Tchoumgwa, qu'on appelait ici affectueusement Mani. La suite du journal avec le géniteur du bébé volé, vous vous rappelez, dimanche dernier, dans un centre médical situé au sein de la police au quartier Tinga à Yaoundé, suggère désormais saisir la gendarmerie pour une enquête parallèle. D'après lui, la police qui s'occupe en même temps de cette enquête et en même temps juge est partie. Je propose de suivre l'approche des parents éprouvés. Il s'agit de Gaston Takunju qui est au micro de Marcelin Gansop. La maman a passé une bonne nuit aujourd'hui. Nous tenons l'information de la tante à qui on a donné l'opportunité de la rencontrer. En dehors de cette tante, personne d'autre n'a encore vu la maman. Donc nous nous fions juste des dits de notre tante. L'enquête nous donne un peu l'impression que ça tourne sur place. Parce que après avoir entendu notre frère, le père de l'enfant, nous avons eu l'impression que la police était plutôt en train de chercher à orienter l'enquête
vers la famille. Moi je dis c'est le faux chemin qu'on est en train de vouloir entreprendre pour fausser tout. On nous dit que les enquêtes se passent, mais tout se passe audition. Ce qui fait que nous avons au niveau de la famille entrepris que ça ne soit plus une affaire de la police uniquement, parce que nous supposons que la police ne peut pas être juge et partie. Quand quelqu'un est juge et partie, n'importe comment, il va tirer la couverture de son côté. C'est pour cela que nous sommes en train d'entreprendre avec le procureur de la République pour voir si on peut commettre aussi une enquête parallèle par le biais des forces de la gendarmerie. Classement des meilleurs établissements scolaires, l'Office du baccalauréat du Cameroun publie le palmarès de 2014 alors que la session 2015 tire à sa fin. L'Office explique d'ailleurs son retard par les nombreux cas de requêtes à gérer après la publication des examens officiels. Ces responsables réagissent dans ce reportage de Aïk Cyril. Alors que beaucoup l'attendaient en début d'année scolaire, c'est plutôt vers la fin que le palmarès des lycées et collèges a été publié. En début d'année, ce n'est pas possible parce que l'Office du baccalauréat doit stabiliser toutes les données. Il existe un conseil des examens, qui est le conseil académique, qui examine les situations posées par les requêtes des candidats, des malheureux candidats. Il y a aussi le contentieux. Quant au processus d'évaluation, il faut le vider. Et une fois que ce contentieux est vidé, on stabilise les données et on peut procéder à la publication du palmarès. Avec un taux de réussite de 98,93%, le collège Jean Tabi de Yaoundé caracole en tête du classement qui prend en compte le nombre de candidats présentés par les différents établissements scolaires aux examens organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pour ce qui est du classement général, c'est le taux de réussite par rapport au nombre de candidats présentés. Il y en a qui nous disent qu'il faut classer l'établissement par région. Ça, c'est le sous-classement. Par ordre d'enseignement, c'est un sous-classement. Hein? Par type d'enseignement, c'est des sous-classements. Mais nous donnons un classement qui prend en compte toutes ces considérations. Le premier établissement public, le lycée de Ngoulémakon, pointe à la 13e position, alors que le lycée d'Ayos est le dernier de ce classement, dominé par les collèges d'enseignement privé confessionnel, à l'instar du collège Jean Tabi, du collège François-Xavier Vogt, du collège de la retraite à Yaoundé, ou encore du collège Liberman à Douala, qui montre plus de sérieux dans l'encadrement des élèves. Il y a la discipline. Quand il y a la discipline, le message peut passer. Mais s'il n'y a pas de discipline, le message ne passe pas. Il y a même le critère de sélection des candidats à l'entrée dans l'établissement. À l'intérieur de chaque établissement, l'on procède à la sélection des meilleurs. Vous ne pouvez pas créer votre établissement et prendre du tout venant. Si vous voulez des résultats, vous prenez le bon grain. Les autres, vous laissez de côté. L'Office du baccalauréat du Cameroun a innové cette année. En plus du classement général, l'OBC publie le panthéon des bonnes mentions qui tient compte des performances à l'examen baccalauréat uniquement et le cortège des leaders réservé aux établissements qui persistent au sommet du classement général. Eh bien, ces établissements confessionnels semblent bénéficier de certaines circonstances particulières pour occuper toujours les devants de ce classement de l'Office du baccalauréat. Depuis des dizaines d'années, nous essaierons de comprendre ce qui constitue la clé de succès de ces établissements dans la deuxième partie de ce journal. En santé, le paludisme fait une percée au quartier Bilongué, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Une enquête récemment menée dans ce quartier par des experts en santé révèle que le taux de prévalence se situe autour de 30% et l'insalubrité qui règne serait à l'origine de cette situation. Nos reporters Sylvestre Hippolyte Zangaou et Séverin Chouban ont fait un tour dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 3e. Voici leur reportage. Bilongué, à Douala 3e. Le spectacle qui s'offre aux visiteurs passe difficilement inaperçu, tant l'insalubrité y a installé son nid. Des eaux polluées et stagnantes, des rigoles truffées de déchets entourent les maisons d'habitation. Les herbes à Bilongué ne sont presque jamais coupées. Un décor favorable au développement des moustiques qui rendent le quotidien des populations difficile. La nuit, à partir de
20h jusqu'à le matin. Je ne peux pas dormir. Ça pique beaucoup. Quand ça pique comme ça, je vois mon corps gonfler. Et je ne suis pas content. Surtout les petits enfants, la nuit, ils grattent son corps comme ça. Ouais, papa, mon corps gratte. Le matin comme ça, je suis obligé d'aller l'acheter le remède à la pharmacie. Mais le quartier est d'abord ça, premièrement, on va leur faire comment? Quand il pleut, ça emporte la saleté là-bas, on peut descendre ici là avec. Et comme il n'y a pas tellement de caniveaux ici là, les moustiques ne nous laissent pas respirer. On les tue ici là, la ville est là. Les élèves figurent parmi les habitants les plus perturbés par l'abondance des moustiques à Bilongué. Nous n'avons pas moyen d'apprendre tranquillement. Il y a encore les moustiques. Nous ne parvenons pas à bien dormir dans ce quartier. Il y a souvent le palu. Et on m'amène souvent à l'hôpital presque tous les jours. Oui, c'est un problème pour qu'on puisse apprendre. Parce qu'avec les moustiques, là, vraiment, le bruit de ça, nous, on ne parvient pas à bien comprendre. La situation est également insupportable pour les enseignants. C'est vraiment très grave. Les enfants qui sont tous en train de se plaindre, madame, ça pique, ça pique, ça pique. Les enfants qui viennent à l'école le matin, à 8h, 9h, l'enfant est couché. 10h, il commence à vomir. Et si l'insalubrité persiste à Bilongué, c'est parce que plusieurs habitants n'ont pas encore compris la nécessité qu'il y a à mettre la propreté dans leur environnement. C'est ça partout, mais ce n'est pas moi qui dois nettoyer ça. C'est le gouvernement qui doit nettoyer. Soulignons qu'une étude récemment menée par des experts de la santé à Douala classe Bilongué en tête des quartiers où le taux de paludisme est le plus élevé dans la capitale économique du Cameroun, soit 29,6% de prévalence. La suite du journal avec ces Camerounais qui disent ne plus pouvoir joindre les deux bouts depuis quelques mois. Une situation qui est due à la flambée des prix des produits de première nécessité, y compris le coût du transport urbain. Nos reporters Séverin Tchouban et Flavien Vallondongo ont rencontré certains dans la capitale économique. Suivez plutôt. Chez Dakar, comme au marché New Dedo à Douala, la plupart des vivres ont vu leur prix grimper à la désolation des consommateurs. Avant, quand tu arrives au marché avec un billet de 10 000, tu es déçu au moins d'avoir maximum ce que tu veux. Aujourd'hui, on arrive ici au marché, on trouve la moitié de ce qu'on achetait avant. Donc ça veut dire que tout est devenu cher sur le marché, les choses ont doublé. Oui, mais on se plaint. Le coût de vie est devenu trop élevé. Je ne sais pas pourquoi. La situation est très dure au marché. Tout est devenu très cher. Par exemple, l'huile, la viande et plusieurs choses. Même les papayes que nous on trouvait même au prix de rien, ça devient trop cher. Le constat est donc général. Il est difficile pour des ménagères de satisfaire leurs besoins vitaux. Je suis venu au marché avec 3 000, c'est déjà fini. C'est parce que j'ai acheté pour que ça finisse. Et la tomate, et le riz, et tout. Tout en général, c'est vraiment dévorable, c'est cher. Puisque tu peux au marché même avec 2 000, avec 3 000, tu ne t'en sors pas. Des commerçants pointent un doigt accusateur sur des grossistes qui, selon eux, font de la surenchère. La tomate est devenue tellement chère, le cajou est à 11 000, 12 000 francs. Et nous ne parvenons plus à trouver les meilleurs produits sur le marché. Nous ne parvenons plus à nous en sortir dans ça. Parce que je le paye aussi à 100 francs pour le revendre à 150 ou 200 francs le paquet. Tout devient cher dans le marché, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Dans cet élan de vie chère s'ajoute la récente hausse du prix du litre du carburant à la pompe, l'augmentation du prix du transport par taxi et celle du prix de la bière. Des excédents de dépenses qui asphyxient les consommateurs, ceci sous le regard complice des pouvoirs publics. Le faible pouvoir d'achat observé au pays de Paul Biya depuis quelque temps ne permet pas aux Camerounais de pouvoir subvenir à leurs besoins. En religion, les chrétiens catholiques du monde rentrent de plein pied dans la célébration de la Pâque avec le Triduum pascal qui a donc débuté ce jour. Et il y a donc eu une grande célébration à laquelle ont pris part tous les prêtres catholiques du diocèse de Douala. C'était à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, une célébration qui a permis à ces prêtres de réaffirmer leurs vœux de chasteté. Retour sur cette cérémonie avec Jean Dunimpek et Sam Sirvango. Une procession de laïcs et serviteurs marchant au cœur d'une église bondée de monde en direction de l'évêque, célébrant la messe spéciale en ce jour qui a toute son importance pour l'église catholique romaine. La cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala a rempli sa mission de clarification du mystère du sacerdoce, tel que enseigné par Jésus lui-même, le prêtre par excellence. C'est le jour où le prêtre, le Christ, a institué l'Eucharistie, il a célébré la messe, il a institué. Donc c'est cette fête-là que nous célébrons aujourd'hui. Et cette fête, nous, au sacerdoce sacrement de l'ordre,
il nous a, nous les prêtres, il nous a associés à ces sacrements. Si vous lisez bien, n'est-ce pas, vous écoutez bien, n'est-ce pas, la prière eucharistique, qui dit, le Christ dit, n'est-ce pas, faites ceci en mémoire de moi. Oui, c'est aujourd'hui que l'évêque, en tant que pasteur par excellence de l'église particulière, bénit les huiles que les prêtres vont utiliser tout au long de l'année pastorale. Donc vous voyez, c'est aussi comme un début de ministère pastoral de l'année. C'était donc le jeudi saint, magnifiquement orchestré pour finalement toucher à nouveau le cœur des chrétiens. Nous avons la joie de fêter nos prêtres. Alors c'est par le prêtre que nous avons l'église, à travers le sacrement qu'ils transmettent aux chrétiens. Alors moi je pense que c'est une grande fête pour nous tous chrétiens dans l'église catholique, dont nous sommes tous heureux de fêter aujourd'hui ensemble avec l'évêque et les prêtres de notre archidiocèse. Une journée particulière pour la communauté des prêtres spécifiquement concernés par l'institution de l'Eucharistie, d'où cet appel au renouvellement de leurs engagements sacerdotaux. L'ensemble des prêtres de l'archidiocèse de Douala rassemblés autour de leur évêque ont donc dit oui une nouvelle fois pour plus d'abnégation dans leur cheminement au quotidien. Nous y allons, nous rentrons maintenant dans les paroisses pour continuer la pastorale avec beaucoup de force, avec beaucoup de dynamisme, en répondant à notre vocation à la suite de Jésus. Du reste, tout le monde est appelé à être serviteur du Christ, des intendants fidèles, fidélité à la volonté du Seigneur par le don de notre vie, et davantage pour les consacrés, un respect strict des vœux formulés à l'occasion de leur ordination diaconale ou presbytériale. L'Église catholique est là pour l'évangélisation, pour la mission, porter la bonne nouvelle au monde. Et une célébration comme celle-ci a plusieurs dimensions, témoigner de notre foi, célébrer cette foi, prier cette foi, célébrer la parole de Dieu, et essayer de réconforter les prêtres dans leur ministère, prier pour plus d'union et d'unité avec leur évêque, et aller maintenant rencontrer le peuple de Dieu pour partager tout ce que nous avons reçu. L'Église qui célèbre Pâques ce dimanche pourrait donc à nouveau se remettre sur le droit chemin pour le grand bien de ses fidèles. Des nouvelles de l'Assemblée nationale où une proposition de loi émanant du Social Democratic Front a une fois de plus été rejetée. Cette proposition portait sur la protection des zones de captage d'eau ainsi que la lutte contre les changements climatiques, un rejet que le groupe parlementaire du Parti de la Balance a tenu à dénoncer face aux hommes des médias à Yaoundé. Le compte rendu d'Élisée Mbogba et Marcelin Ganson. Cette fois, la proposition portait la griffe de l'honorable Cyprien Aoudou. Elle envisageait la protection et la préservation des zones de captage, des lignes de partage des eaux et des milieux humides, d'une part, et d'autre part, de lutter de manière fondamentale contre le phénomène de changement climatique. Cette proposition de loi a été étouffée dans l'œuf par la commission de production de l'Assemblée nationale, alors qu'elle avait déjà franchi une première barrière. Pour une fois, cette proposition de loi a traversé l'étape de la conférence des présidents et a été entretenue en commission. L'honorable Aoudou et le groupe parlementaire au SDF ont été invités de défendre cette proposition de loi. Mais grande a été notre surprise de constater que la commission en charge de cette proposition de loi a complètement rejeté toutes les idées que pourtant l'Assemblée nationale et le Cameroun tout entier, la communauté internationale soutient corps et âme. Pour le Social Democratic Front, ce rejet est bien la preuve que le gouvernement se soucie peu du sort des Camerounais, pris au piège du difficile accès à l'eau potable et aux répercussions dangereuses des changements climatiques. Cette loi a été rejetée, pas parce qu'elle n'était pas bonne, pas parce qu'elle n'était pas dans l'intérêt des Camerounais, mais parce qu'elle n'émanait pas du RDPC. Il est aussi très étonnant qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours aucune loi qui protège les sources d'eau au Cameroun. Cela veut simplement dire
qu'aujourd'hui, n'importe qui peut polluer les points de captage de EDC, de Camwater, les points de captage de nos petites sources d'eau, qu'aujourd'hui, n'importe qui peut souiller notre nappe phréatique où nous envoyons nos forages et rien n'arrivera. L'année dernière déjà, le SDF a vu plusieurs de ses propositions essuyer le rejet de la Chambre basse du Parlement. Elle portait entre autres sur la décentralisation, la double nationalité, le code électoral, ainsi que l'ouverture d'une enquête parlementaire sur l'acquisition des avions chinois, les MA-60. L'élection d'un nouveau président au Nigeria soulève la question du type de rapport qui pourrait y avoir désormais entre Abuja et Yaoundé. Les inquiétudes tournent notamment autour de la lutte contre Boko Haram, mais également de la péninsule de Bakassi. Voici quelques éclairages recueillis dans ce reportage d'Élisée Mbogba et Guy Zogo. Muhammadu Buhari, élu président du Nigeria, beaucoup se demandent au Cameroun ce qu'il en sera désormais des rapports entre les deux pays. La nouvelle relation qui s'installe avec la nouvelle donne sur le plan politique au Nigeria, pour moi, s'inscrira davantage dans le sens de la continuité. Il s'agira de poursuivre le renforcement de la relation avec celui que nous appelons habituellement notre géant voisin. Quant à la lutte contre Boko Haram, elle est une vraie source d'inquiétude et l'espoir d'un changement de cap est grand. On a vu pendant la campagne et bien avant la campagne présidentielle du Nigeria la détermination avec laquelle Muhammadu Buhari entendait administrer la question de Boko Haram. Je pense que c'est bénéfique pour la conjoncture critique que Boko Haram représente pour les pays de la sous-région. C'est bénéfique d'avoir quelqu'un qui a très tôt fait preuve de fermeté vis-à-vis de cet ennemi. S'agissant de Bakassi, d'aucuns s'inquiètent d'une volte-face du Nigeria. La Cour internationale de justice a rendu sa décision. Cette décision a fait l'objet d'un long processus en termes d'application qui a abouti. La relation Cameroun-Nigeria est donc parsemée de doutes qui demandent à être dissipés. Mais l'intérêt des deux États aujourd'hui, c'est de continuer à être sur la même longueur d'onde au niveau de l'action de l'État en mer et de protéger le flanc maritime contre la piraterie. Respecter les conclusions du sommet de Yaoundé de juillet 2013 et surtout avec cet ennemi qui dissémine la violence sur la partie septentrionale du Nigeria et sur la partie septentrionale du Cameroun, travailler de commun accord, solliciter le soutien des autres États comme c'est le cas et surtout essayer d'obtenir que la force africaine se mette en place. Il appartient à Paul Biya et à Muhammadu Buhari de transformer ces attentes en réalité. Eh bien, on se rappelle qu'en ce qui concerne Muhammadu Buhari, le nouveau chef d'État du Nigeria, que c'est le 31 décembre 1983, il a eu à renverser le président nigérian démocratiquement élu. Il s'agissait de Shehu Shagari. Il présidait ainsi aux destinées de ce pays jusqu'au 27 août 1985, date au cours de laquelle il fut à son tour renversé par Ibrahim Babangida. On a donc retenu de son règne, il a régné sans partage, avec parfois le non-respect des droits de l'homme. Voyons tout cela avec Éric Martial Djoumon. 20 mois, c'est le temps passé par Muhammadu Buhari au pouvoir entre le 31 décembre 1983 et le 27 août 1985. 20 mois qui auront permis à ce natif de Katsina d'imposer sa ligne de conduite marquée par une rigueur sans précédent et l'assainissement des mœurs en matière de gestion. Durant son passage, ce sont plus de 500 hommes politiques, fonctionnaires et hommes d'affaires qui seront emprisonnés. Parmi eux, un certain Fela Kuti, célèbre artiste nigérian. La crise alimentaire de 1984 le pousse à expulser 1 million de Nigériens du territoire nigérian. Muhammadu Buhari est peint par l'écrivain nigérian Wole Soyinka durant cette période comme un tyran hors pair. Des mesures et décrets stricts horrifient les défenseurs des droits de l'homme. À titre d'exemple, tout fonctionnaire retardataire est fouetté ou effectue des sauts de grenouilles sous la diligence des soldats qui, dans l'ensemble du pays, ont des pouvoirs renforcés. Tout étudiant de plus de 17 ans surpris en train de tricher est condamné à 21 ans de prison. Sur le plan économique, Muhammadu Buhari est rendu populaire par les mesures qu'il impose. Il met un terme aux relations avec le Fonds monétaire international qui demande la dévaluation du Naira de 60%.
Il encourage l'industrialisation et l'agriculture tout en réduisant les importations. Ces 20 mois seront aussi salis par quelques tâches sur le plan de sa gestion financière. Il est en 1984 au cœur d'un scandale portant sur 53 valises contenant 700 millions de dollars. L'affaire ne prospérera pas. En sport, on parle de la croisade contre l'exode des jeunes talents. C'est au cours d'un tournoi de football parrainé par l'International et nous ayons et les contours liés à cette croisade ont été présentés il y a quelques jours à Yaoundé. Avec Cyril nous en dit d'ailleurs plus dans cet élément. L'image est saisissante, celle de jeunes enfants qui tapent dans un ballon de football. Mais leur rêve de devenir de grandes stars ne se réalisera pas au Cameroun. La faute à une mauvaise organisation qui les oblige à aller voir ailleurs. Les conditions de vie des footballeurs sont très mauvaises. Les footballeurs vivent dans des conditions d'extrême précarité. Et ça, comme le football nourrit pas son nom au Cameroun, les clubs n'ont pas d'argent, les infrastructures sont inexistantes, les conditions d'encadrement ne sont pas les meilleures possibles. Les championnats sont inexistants. On ne peut pas former un enfant et il ne discute pas parce que la meilleure façon d'évaluer un enfant, c'est pendant les matchs, c'est pendant les compétitions. Si ces conditions n'existent pas, comment pourrait-on évaluer un enfant? Et l'enfant donc qui veut progresser va regarder ailleurs. Si les causes de l'immigration de jeunes talents résident dans la mauvaise organisation qui caractérise le football au Cameroun, les techniciens conseillent de revoir les méthodes d'encadrement pour limiter la saignée. Avant, on disait que le footballeur avait tout dans les pieds, dans la tête. Mais maintenant, ils ont compris que grâce au football, on peut vivre, on peut faire sa vie. Et si on met le moyen au Cameroun, si on construit des belles infrastructures, si la formation des jeunes surtout, parce qu'on s'occupe plutôt du football d'élite, au détriment du football des jeunes. Si on met un accent sur la formation des jeunes, si on s'intéresse vraiment à la formation des jeunes, je crois que les jeunes resteront au Cameroun. Dans le cadre de la lutte contre l'exode massif des jeunes talents, le Lion indomptable Eyon Enotarkan parraine un tournoi de football dont les contours ont été dévoilés au cours d'un échange avec la presse à Yaoundé. Dans quelques instants, nous allons revenir sur le palmarès des établissements d'enseignement secondaire au Cameroun après ceci. Pour en parler, nous recevons Duval Fangwa. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. Eh bien, beaucoup de téléspectateurs vous reconnaissent sous la casquette de journaliste, mais il faut annoncer qu'il y a une autre casquette que vous arborez, celle d'enseignant, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous invitons ce soir. Je suis honoré. Alors, vous êtes au courant de ce classement rendu par l'Office du baccalauréat du Cameroun, notamment en ce qui concerne les meilleurs établissements publics et privés y compris, et on note une fois de plus que c'est une totale razzia des établissements confessionnels. Avant d'apprécier ce succès récurrent de ces établissements, ce classement arrive quand même à un moment, à une période où beaucoup de personnes se posent des questions, notamment c'est le début, départ en congé du second trimestre. Pourquoi est-ce que ce classement ne serait pas arrivé un peu plus tôt? Ben, écoutez, il faut poser la question aux responsables de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas étonné parce que il faut bien se rendre compte que l'Office du baccalauréat du Cameroun est presque toujours en retard. Écoutez, je vais prendre un ou deux exemples. Observez par exemple que pour ce qui concerne la publication des résultats d'examen officiels, il y a toujours un retard. Notez que les résultats ou probatoires de l'enseignement secondaire général très souvent interviennent à la fin du mois d'août, sinon pratiquement début septembre. Bon, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu une amélioration. Deuxième exemple, notez que les candidats au baccalauréat, après avoir obtenu leur examen, ont très souvent des soucis à obtenir des attestations de réussite, lesquelles attestations leur permettent très souvent de s'inscrire dans des universités occidentales. Et donc, la conséquence évidente, c'est que vous avez des candidats qui passent le baccalauréat, mais qui perdent une année entière parce qu'ils n'ont pas pu obtenir leur attestation de réussite pour s'inscrire dans certaines universités à l'étranger. Donc, l'Office du bac, en réalité, cela traduit ce classement qui arrive aujourd'hui pratiquement au troisième trimestre, traduit tout simplement le laxisme et l'inertie qui est très souvent observé à l'Office du baccalauréat. Et ça porte un préjudice au niveau du choix des parents d'élèves qui, sur la base d'un tel classement, peuvent savoir où inscrire leurs enfants à la rentrée. Bien évidemment, je prends une image simple. C'est un peu comme si à la fin du premier trimestre, vous gardez les bulletins pour remettre aux parents à la fin du deuxième trimestre. Et donc, conséquence, on n'a pas le temps
d'apprécier ces résultats, de voir où se trouvent les lacunes pour pouvoir prendre des mesures afin d'orienter le travail de l'enfant. Donc un classement qui a eu à la fin du deuxième trimestre, en réalité, ça aurait été intéressant d'avoir ces résultats au début de l'année. Ça pouvait servir de boussole, ça pouvait servir surtout de stimulus pour certains établissements scolaires. Alors, les établissements confessionnels ont une fois de plus dicté leur loi aux établissements publics en occupant les 10 premières places de ce classement rendu public par l'Office du baccalauréat. D'aucuns diraient que ces établissements bénéficient certainement des circonstances particulières. Il s'agit desquelles? Ben écoutez, il y a, à mon sens, 2 éléments qu'il faut prendre en compte dans la compréhension des raisons qui justifient le succès des établissements d'enseignement privés confessionnels. Ces 2 éléments, le premier, de mon point de vue, c'est la discipline. Une discipline à 3 niveaux. Discipline des élèves, vous allez remarquer que les élèves sont très souvent ponctuels. 7h30, ils sont dans l'enceinte du collège et ils ne ressortent pas avant midi. Première chose. Deuxième niveau de discipline, les enseignants. Les enseignants sont ponctuels, ils préparent leurs cours, ils sont contrôlés. Troisième niveau de discipline, l'administration. Dans ces établissements scolaires, difficilement vous allez entendre des problèmes avec des salaires non payés à temps ou impayés. Et donc, ce triple niveau de discipline peut justifier effectivement qu'on puisse avoir ces résultats-là. Et le deuxième pan de l'analyse pour bien comprendre ce succès, c'est le système d'organisation interne dans ces établissements d'enseignement privés confessionnels. Et là, je voudrais prendre en compte par exemple l'approche pédagogique. Je prends un collège que je connais assez bien, le collège Liberman à Douala, où on pratique là-bas ce qu'on appelle le modèle pédagogique ignatien. C'est quoi un modèle pédagogique ignatien? Il y a 2 aspects qu'il faut mettre là-dedans. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle le magisme, donc le davantage. On cherche toujours à encourager, à stimuler les enfants pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le deuxième aspect, et c'est cela qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la cura personalis. C'est une expression latine, peut-être un peu barbare, pour nous autres francophiles ou francophones, mais qui traduit simplement ce qu'on appelle le soin particulier qui est accordé à chaque enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un enfant qui au premier trimestre commence à faire des sous-moyennes, on interroge l'enfant, on lui pose des questions, il y a une salle d'écoute. On l'écoute, on cherche à comprendre d'où vient la difficulté. Est-ce que c'est l'environnement familial? Est-ce que c'est sa place en classe? Est-ce que on rencontre les parents, on discute avec eux, donc on apporte un soin particulier à chaque enfant et avec cela, ça permet d'améliorer les résultats. D'accord. Alors, Duval, je voudrais revenir sur quelques aspects que vous avez mentionnés là et qui concourent à ce succès récurrent de ces établissements. Vous allez parler des enseignants, des cours qui sont dispensés, mais on note quand même que pour ce qui est des lycées, ce sont des meilleurs enseignants sortis de l'école normale supérieure qui dispensent des cours là-bas. Et comment comprendre donc cette disparité? Est-ce que ça signifie que les mêmes cours qu'on dispense, n'est-ce pas les mêmes enseignants qui donnent cours dans ces collèges privés, confessionnels? Mais écoutez, je ne veux faire insulte à personne, mais si vous regardez comment fonctionnent les lycées, pour bien comprendre, regardez comment fonctionnent les services publics. C'est-à-dire qu'on a comme une espèce d'inertie, de laxisme. Les enseignants des lycées se comportent comme, je ne vais insulter personne, c'est un peu comme certains fonctionnaires. Ils arrivent au bureau à quelle heure? 9h, 9h30, ils repartent à midi, midi 30. Quel résultat vous attendez? D'accord, mais d'autres personnes diraient également que vous bénéficiez, en fait, pas vous, mais les établissements confessionnels, entre autres le collège Jean Tabi, Liberman, ou alors le collège de la retraite, parce qu'il y a quand même une certaine rigueur au niveau des effectifs. Et que, comme ces établissements sont ouverts au public, cela ouvre véritablement les portes à un grand nombre d'élèves, ce qui fait quand même en sorte que ce ne soit pas évident qu'on puisse... Est-ce que c'est un argument qui tient, des effectifs? Non. Oui, l'argument de l'effectif, ça tient, mais écoutez... Au collège Liberman, vous allez trouver des salles de classe qui ont 70 élèves. C'est vrai qu'au lycée, on en a un peu plus, 120, 130 dans certains lycées. Mais il y a un argument qui est très souvent évoqué. On parle très souvent de la sélection. J'ai entendu le responsable de la division des examens à l'office du bac parler du tri qui est opéré à l'entrée. Il faut dire ici que ce n'est pas l'argument majeur. Parce qu'on fait les concours d'entrée dans les lycées en même temps qu'on fait les concours d'entrée dans ces examens scolaires. Mais alors, où se trouve la difficulté? La difficulté se trouve au niveau de la prise en charge des enfants. Il y a des enfants qui entrent au collège François-Xavier Vogt, à Jean Tabi, avec 6 de moyenne au concours d'entrée. Mais alors, pourquoi, à un moment donné, alors que les lycées, on prend 12, 13, 14... Il est, à mon sens, peut-être difficile de trouver des enfants qui sont recrutés dans le lycée. C'est un problème d'où la discipline. Donc, je crois donc qu'il y a une question de prise en charge des élèves qui sont recrutés ou qui passent les concours dans les stations d'enseignement privés catholiques. Et puis, il y a un aspect que je voudrais souligner ici pour sortir. Il faut noter
que dans ces établissements privés confessionnels, au-delà de la formation intellectuelle, il y a une formation morale et spirituelle. Et cette formation spirituelle, de mon point de vue, rend, je vais dire, un couloir qui permet aux enfants de se retrouver dans des conditions qui leur permettent de travailler. Quand je dis formation spirituelle, bien évidemment, vous voyez la prière et donc la concentration. Alors, il y a également quelques questions et des interrogations par rapport à ce classement, à ce palmarès rendu public par l'Office du baccalauréat. C'est l'absence ou alors certains lycées réputés, des réputations, une renommée établie au Cameroun qui ne se trouvent pas parmi les 20 premiers établissements. Je vais citer certains d'entre eux, le lycée Jos pour le cas de Douala ou encore le lycée Leclerc, parce qu'il faut noter que le premier établissement d'enseignement public dans ce classement, c'est le lycée de Ngoulmakong. Comment expliquer cela? Écoutez, peut-être pour rire un peu, faisons un parallèle avec le championnat national de football première division, où se trouvent les équipes mythiques. Alors non, pour faire plus sérieux, disons que ce serait quand même assez paradoxal de penser que, enfin, ce serait paradoxal parce qu'on voit quand même que, en réalité, les établissements qui devaient occuper le haut du classement, ça devait être les établissements qui sont dans les villes quand même de certaines circonstances. Mais le contraire, c'est plutôt observé, on voit que c'est les établissements de brousse entre griffes. Non, je crois que la principale raison, il faudra aller chercher dans la concentration. Je vais dire dans l'environnement. Il semble peut-être, je n'ai pas fait des études là-dessus pour l'affirmer mordicus, mais je pense qu'en ville, je crois que les enfants sont de plus en plus distraits. Peut-être que dans ces zones de campagne, il y a un environnement qui est propice, qui permet peut-être aux enfants d'être plus concentrés, de travailler, de ne s'occuper que de l'école. Mais il faut également noter que quand on affecte des enseignants dans ces zones reculées, ils refusent carrément de s'y rendre. Alors ils font des efforts de revenir dans des zones urbaines et le résultat n'est pas celui. Oui, ça veut donc dire que le peu d'enseignants qui vont dans ces établissements de brousse font le travail avec toute la conscience professionnelle que cela exige et que peut-être finalement, ceux qui restent en ville, c'est peut-être pas forcément pour travailler, c'est peut-être pour aller faire les vacations dans les établissements privés. Alors, quelle peut être la leçon en tant qu'enseignant et en même temps parent d'élèves qu'on peut tirer de ces classements, de ce palmarès, de cette victoire sans cesse des établissements confessionnels privés au Cameroun? Non, écoutez, on l'a dit dans les raisons, il y a la discipline. Il y a un établissement comme le lycée Bipanda qui est revenu très souvent ces dernières années dans le classement de façon presque récurrente. Vous allez observer dans le système de fonctionnement de ce lycée a été pratiquement privatisé par le proviseur, je vais dire, ou l'ancien proviseur, celui qui vient de partir. Donc ça veut dire qu'il faut que privatiser, c'est-à-dire quoi? Privatiser, ça veut dire que on est passé d'un lycée à un établissement privé. C'est-à-dire qu'il a pris les choses en main, il le gère l'établissement comme son établissement, il le stimule, il encourage les enseignants, il instaure une discipline de faire et cela fait marcher les choses. Si ailleurs, vous avez des proviseurs, je prends un exemple très simple, vous avez un proviseur qui est sorti de l'école normale il y a 4 ans ou il y a 5 ans, qui arrive dans un lycée où il a sous son contrôle des enseignants qui sont à 25 ans, 30 ans de carrière et qui n'ont pas bougé. Quelle est l'autorité de ce proviseur? Donc, il y a entre autres la question du profil de carrière qu'il faut prendre en compte dans l'analyse de ces paramètres. Merci Duval Fangwa de nous avoir permis de comprendre tous ces paramètres ou alors ce succès sans cesse de ces établissements privés confessionnels qui mènent la danse depuis une dizaine d'années au Cameroun. Merci Étienne Pascal et merci aux téléspectateurs d'Equinox. Mesdames, Messieurs, c'est bientôt la fin de cette édition d'information. Mais avant, à suivre après ce journal, l'émission Regard social qui porte sur la faiblesse sexuelle. Vous allez nous retrouver Eric Ferrand Kwamo et tous ses invités. Quant à moi, je vous dis merci tout en vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.